L'orang-outan partage 97% de son ADN avec l'être humain. Chaque soir, il construit un nouveau nid, fabrique des outils et enseigne à ses petits comment survivre dans la jungle pendant 8 ans, plus longtemps que n'importe quel autre mammifère, à l'exception de nous. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Bornéo pourrait signifier que la dernière génération des hommes de la forêt vit ces derniers jours. Et ce qui est le plus troublant, c'est le silence qui entoure ce sujet. La réalité est pourtant incomparablement plus profonde, plus fascinante et, par certains aspects, plus inquiétante. Les peuples autochtones de Bornéo et de Sumatra racontaient depuis des siècles que les orangs-outans savent en réalité parler, qu'ils comprennent chaque mot, qu'ils entendent tout et se taisent pourtant, délibérément, car s'ils parlaient, les hommes les forceraient à travailler. Cela ressemblait à un conte enchanteur, l'une de ces légendes que les chasseurs se transmettent autour du feu et que personne ne prend vraiment au sérieux. Mais la science a ensuite commencé à s'intéresser sérieusement à ces grands singes roux, et il s'est avéré que ces vieilles histoires étaient bien plus proches de la vérité qu'on ne l'avait imaginé. Les orangs-outans partagent avec l'être humain 97% de leur information génétique. Ils peuvent planifier l'avenir. Ils soignent leurs blessures avec des plantes, fabriquent des outils adaptés à un usage précis et trompent délibérément leurs rivaux grâce à des ruses acoustiques que l'humanité n'a découvertes qu'à l'ère de la technologie moderne. Et pourtant, l'orang-outan est le seul grand singe à vivre dans une solitude absolue. Pas de groupe, pas de chef, pas d'hiérarchie. À 30 mètres de hauteur, dans la forêt tropicale la plus dense de la planète. Et c'est précisément cette solitude, comme on le verra, qui est la clé pour comprendre leur intelligence extraordinaire. Car survivre seul, dans la jungle tropicale, n'est possible que si l'on est vraiment, mais vraiment, intelligent. Mais savez-vous ce qui m'a personnellement le plus frappé ? En 2017, des chercheurs ont décrit une troisième espèce d'orang-outan, l'orang-outan de Tapanuli, une espèce dont personne n'avait eu la moindre idée tout au long de l'histoire de la primatologie. Et cette même année, littéralement aussitôt, elle a été inscrite sur la liste des espèces en danger critique d'extinction. Il en reste moins de 800 individus sur toute la planète. C'est une créature plus rare que le tigre de l'amour. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un coin perdu du monde où personne n'est jamais allé. Il s'agit d'un animal qui a vécu tout ce temps côte à côte avec les hommes sur une île densément peuplée. À peine avons-nous eu le temps de le découvrir que nous l'avons déjà presque perdu. Partons à la rencontre du primate le plus mystérieux de la Terre. Un solitaire qui a choisi le silence, les hauteurs et la solitude, et qui, au fil de millions d'années, a développé l'un des esprits les plus raffinés de tout le règne animal. 3 espèces, 3 mondes. La plupart des gens croient que l'orang-outan est une seule espèce. Un grand singe roux qui vit quelque part en Asie, et voilà. En réalité, il en existe 3. Et les différences entre elles vont bien au-delà de la simple localisation sur une carte. L'orang-outan de Bornéo est le plus grand et le plus connu des 3. C'est lui que l'on voit le plus souvent dans les documentaires. Un mâle adulte pèse entre 70 et 100 kg et l'envergure de ses bras atteint 2 mètres. Bornéo est la 3e plus grande île du monde, recouverte d'une des forêts tropicales les plus anciennes de la planète. Cette forêt a environ 140 millions d'années, bien plus vieille que celle d'Amazonie. Et les orangs-outans y vivent depuis pratiquement aussi longtemps que la forêt elle-même. L'île n'abrite pas de grands félins, ce qui modifie radicalement le comportement des orangs-outans de Bornéo. Ils sont plus calmes, moins méfiants. Certains mâles construisent même leur nid directement au sol. Ils peuvent rester de longues heures à découvert, sans chercher à se cacher dans la végétation dense. L'orang-outan de Sumatra est légèrement plus petit, mais selon toutes les observations disponibles, nettement plus inventif dans l'utilisation des outils. La raison de cette différence, le tigre de Sumatra, l'un des plus grands félins d'Asie, vit exactement là, et sa présence définit l'ensemble du comportement des orangs-outans sumatrins. Ils ne descendent jamais des arbres de leur propre gré. La peur des prédateurs est ancrée dans leur comportement dès les premiers jours de leur vie. Ils se maintiennent à des hauteurs plus grandes, se déplacent plus silencieusement,
réagissent immédiatement au moindre bruit suspect venant d'en bas, et c'est à Sumatra qu'a été documentée pour la première fois l'utilisation généralisée des outils. Nous y reviendrons en détail. L'orang-outan de Tapanuli est la découverte la plus surprenante de la primatologie depuis des décennies. Jusqu'en 2017, il vivait dans les forêts montagnardes du nord de Sumatra, dans une zone difficile d'accès autour de Batang Toru, restant invisible pour la science. Les habitants locaux le connaissaient, des scientifiques l'avaient capturé en images avec des caméras pièges, mais tous le considéraient comme une population isolée d'orang-outans sumatrins, un petit groupe coupé par les montagnes, rien de plus. Lorsque l'analyse génétique complète a finalement été réalisée, le résultat fut sensationnel. L'orang-outan de Tapanuli s'est séparé de son ancêtre commun avec le sumatrin il y a environ 3-5 millions d'années. 3-5 millions d'années plus longtemps que n'a existé l'ensemble du genre Homo. Les deux lignées évolutives se sont développées en parallèle, indépendamment l'une de l'autre, à une époque où les humains n'existaient pas encore sur Terre. Visuellement, l'orang-outan de Tapanuli est légèrement plus petit que le sumatrin. Sa fourrure est plus sombre et plus bouclée, et le long cri du mâle sonne différemment, avec un rythme et une pureté de ton particulier. Génétiquement, il est le plus proche de l'ancêtre commun de tous les orangs-outans. C'est un fossile vivant. Aujourd'hui, on en compte moins de 800 individus sur une superficie inférieure à 1000 km². Un seul barrage planifié au cœur de leur territoire éliminerait, selon les estimations des scientifiques, environ 400 individus, plus de la moitié de toute la population de l'espèce. Le mot et le corps. Le mot orang-outan vient du malais et de l'indonésien. Orang signifie homme, utan signifie forêt, l'homme de la forêt. Les peuples autochtones leur ont donné ce nom parce qu'ils percevaient en eux quelque chose d'ineffablement familier, une conscience silencieuse dans le regard, une mesure dans les gestes, la façon dont ils vous observent, sans peur, sans agressivité, simplement avec curiosité. Et il s'avère que leur intuition était juste. Comment est construite cette créature d'un point de vue purement physique ? Car l'orang-outan est un chef-d'œuvre biomécanique conçu pour vivre là où la plupart des grands animaux ne survivent tout simplement pas. Un mâle adulte d'orang-outan de Bornéo pèse entre 70 et 100 kg. En captivité, où il n'a pas à dépenser d'énergie pour chercher sa nourriture, son poids dépasse parfois 130 kg. Imaginez maintenant cette masse à 30 mètres de hauteur. C'est à peu près l'équivalent du 10e étage d'un immeuble. Comment se maintient-il là-haut ? Comment se déplace-t-il sans filet de sécurité ? Pourquoi ne tombe-t-il pas ni le jour ni la nuit ? Première réponse. L'orang-outan possède littéralement 4 mains. Ses pieds sont structurés comme des paumes. Le pouce, long et opposable, permet de saisir une branche avec le pied, avec autant de force et de précision qu'un homme serrant une barre. L'orang-outan peut s'accrocher simultanément à 4 points d'appui différents, chacun supportant une partie du poids. Aucun saut, aucun risque. Il se déplace dans les cimes, comme l'eau entre les pierres, lentement, mais en toute sécurité absolue. Remarquez un détail. L'orang-outan ne saute presque jamais. Les chimpanzés sautent facilement et avec plaisir. L'orang-outan est trop lourd pour prendre ce risque. Deuxième réponse. L'envergure incroyable des bras. Pour une hauteur d'environ 1/50, l'envergure des bras d'un mâle adulte atteint 2 mètres. Ces proportions semblent étranges au sol, mais dans la canopée, leur sens se révèle immédiatement. Les longs bras permettent d'atteindre la branche voisine sans avoir à transférer tout le poids du corps sur les extrémités fines et peu fiables. Le centre de gravité reste toujours au-dessus des points d'appui solides. C'est une solution d'ingénierie que l'évolution a perfectionnée pendant des millions d'années. Troisième réponse, elle réside dans les articulations de la hanche. Elles sont structurées de manière similaire à nos épaules. Elles pivotent dans toutes les directions, avec une amplitude de mouvement quasi illimitée. L'orang-outan peut tourner sa jambe à un angle qu'un être humain ne peut reproduire, même après des années d'entraînement. C'est pourquoi il peut s'accrocher à des lianes
ou des branches dans n'importe quelle position du corps, la tête en bas, de côté, à angle droit, par rapport au tronc. Et encore un détail dont on parle rarement, les doigts de l'orang-outan, lorsqu'ils se referment, forment un crochet et non un point. Pour s'accrocher à une branche, c'est idéal. La prise ne nécessite aucun effort musculaire continu, le crochet fonctionne comme un mousqueton. C'est pourquoi l'orang-outan peut rester suspendu des heures entières sans tension visible, alors qu'un être humain s'épuise en quelques secondes à une barre de traction. L'architecte nocturne, chaque soir, avant le coucher du soleil, l'orang-outan construit un nouveau nid. En 10 à 15 minutes environ, il tresse branches flexibles et feuilles pour former une plateforme solide à une hauteur de 15 à 30 mètres. Pas au hasard, mais de façon méthodique. D'abord le squelette, en grosses branches, puis une couche de brindilles plus souple, et enfin une couche de feuilles. Certains individus construisent même un toit au-dessus de la plateforme pour se protéger de la pluie. Au cours de toute sa vie, un orang-outan construit entre 18 000 et 19 000 nids. Les orangs-outans dorment 12 à 14 heures par jour, et leur sommeil est profond. S'ils ne tombent pas, c'est grâce à un mécanisme tendineux unique dans leurs mains et leurs pieds. Une fois qu'ils saisissent fermement une branche, la prise se verrouille automatiquement, sans effort musculaire continu. Le cerveau se déconnecte complètement, le corps reste en place. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je l'avoue, j'ai pris un instant pour y réfléchir. Un être humain ne peut pas s'accrocher à une branche en dormant. Même le grimpeur le plus expérimenté ne maintient pas sa prise plus de quelques secondes après s'être endormi. L'orang-outan, lui, dort là 14 heures comme dans son propre lit. Le dimorphisme des mâles, la vie dans les cimes, révèle un phénomène biologique qui a longtemps déconcerté les chercheurs. Pourquoi les mâles adultes d'une même espèce peuvent-ils se ressembler si peu qu'on les prendrait parfois pour des animaux complètement différents? Dans le monde sauvage, tout est en général prévisible. Le lion est lion. Le dos du gorille mâle adulte devient argenté. Les mâles d'une même espèce se ressemblent plus ou moins à la même période de maturité. C'est l'un des principes fondamentaux de la biologie. Les orangs-outans, eux, l'ont complètement remis en question. Il existe chez eux un phénomène que les chercheurs appellent le dimorphisme des mâles. Les mâles adultes d'une même espèce se présentent sous deux formes totalement différentes. Et ce n'est pas une maladie, pas une exception, pas la conséquence d'une blessure. C'est une stratégie évolutive affinée sur des millions d'années. Premier type, le mâle dominant, ou mâle à bride. Lorsqu'un tel mâle décide de s'affirmer, son organisme produit une puissante explosion hormonale. Le taux de testostérone monte brusquement et le corps commence à se transformer irréversiblement. Sur le visage apparaissent les célèbres disques latéraux, de larges excroissances, charnus de chaque côté des joues, recouvertes d'une peau dure. Chez certains individus, ils ajoutent 30 à 40 cm à la largeur de la tête de chaque côté. Sous le menton se gonfle une poche gutturale d'un volume de plusieurs litres. La fourrure des épaules et du dos devient plus dense et plus longue, évoquant une imposante cape. Un tel mâle ne paraît pas seulement grand, il paraît primordial, comme s'il faisait partie de la forêt elle-même. Les disques faciaux ne sont pas décoratifs, ils fonctionnent comme une antenne parabolique, dirigeant le son vers l'avant. La poche gutturale sert de résonateur. Ensemble, ils permettent au mâle dominant d'émettre son célèbre long cri, un son profond et retentissant qui commence par un grondement sourd, s'amplifie, se transforme en mugissement et se propage à travers la jungle sur une distance allant jusqu'à 3 km. Le cri dure jusqu'à 2 minutes. Pour les rivaux, c'est un avertissement. Pour les femelles, un signal sur la position du mâle le plus puissant du territoire. Mais être mâle dominant coûte énormément. Un tel individu a besoin du double de nourriture rien que pour maintenir son poids. Il doit constamment patrouiller son territoire et chasser les concurrents. Les blessures des affrontements cicatrisent pendant des semaines. L'espérance de vie moyenne des mâles dominants est plus faible que celle des mâles sans bride. C'est là qu'intervient le deuxième type. Les chercheurs ne comprenaient pas longtemps qui ils étaient réellement. Ils ressemblent à des individus jeunes, sans disque, sans poche gutturale, silhouette compacte
mais ce sont des mâles adultes, sexuellement matures. On les appelle mâles sans bride. L'organisme d'un mâle sans bride bloque littéralement sa propre transformation. Tant qu'un mâle dominant plus puissant et plus grand est présent à proximité, le mâle sans bride ne se transforme pas. Il reste dans une sorte d'état intermédiaire et attend, parfois des années, parfois des décennies entières. Le stress de la présence du dominant supprime chimiquement la production des hormones responsables de la transformation, ce qui a été confirmé par des analyses sanguines de mâles sans bride de différents âges. Dès que le mâle dominant s'en va ou meurt, le mâle sans bride commence à se transformer. En quelques années, il se métamorphose complètement en mâle à bride. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une défaite, c'est un calcul. Le mâle sans bride consomme bien moins de ressources, se blesse moins souvent, vit plus longtemps. L'évolution a créé deux joueurs avec des stratégies fondamentalement différentes, et les deux fonctionnent, chacun à sa façon. La plus longue enfance. Venons-en maintenant à ce qui rend les orang-outans véritablement exceptionnels parmi tous les primates de la planète, leur enfance. Chez la plupart des mammifères, la période de dépendance envers la mère se mesure en mois, au plus en quelques années. Chez le chimpanzé, c'est environ 5 ans et c'est déjà considérable. Chez l'orang-outan, le petit reste, avec sa mère, de 7 à 8 ans. C'est le record absolu parmi tous les mammifères terrestres, sans aucune exception. Mais le fait le plus remarquable découle directement de là. La femelle orang-outan ne donne naissance à un nouveau petit qu'au bout de 7 à 9 ans après le précédent. C'est le plus long intervalle entre deux naissances de tous les mammifères terrestres de la planète. À titre de comparaison, l'éléphante met bas une fois tous les 4 ans, la gorille une fois tous les 4 à 5 ans, l'orang-outan une fois tous les 8 à 9 ans. Cela signifie que tout au long de sa vie, et les orang-outans vivent en liberté, de 40 à 45 ans, une femelle parvient tout juste à élever 4, peut être 5 petits. Chacun d'eux est un pari colossal, un investissement de plusieurs années qu'elle ne peut se permettre de perdre. Pourquoi autant de temps ? Parce que le petit doit littéralement tout apprendre. Le nouveau-né orang-outan vient au monde totalement démuni face à la survie. Il ne sait pas quels fruits sont comestibles et lesquels sont mortellement toxiques. Il ne sait pas construire un nid. Il ne sait pas comment réagir face à un serpent venimeux ou à un rapace. Il ne sait même pas grimper. Et c'est ce qu'il doit apprendre en premier, progressivement, sous la guidance constante de sa mère. Durant les 2 premières années, la mère porte le petit sur elle et ne le laisse pratiquement pas grimper seul sur les branches. Puis, l'éducation commence. Elle lui montre comment saisir une branche avec différents membres, quel chemin choisir, comment décoller l'écorce en quête d'insectes, comment construire une première plateforme primitive de branches. Les jeunes orang-outans sont des explorateurs actifs. Ils mettent en bouche des objets inconnus, décortiquent des nids d'insectes, touchent tout ce qui est à leur portée. La mère observe attentivement et, au bon moment, interrompt doucement la tentative dangereuse. Ce n'est pas une simple protection, c'est de la pédagogie. Elle laisse l'enfant explorer le monde suffisamment loin pour apprendre et suffisamment près pour ne pas perdre la vie. Des chercheurs qui ont suivi pendant des années certaines familles ont observé que les mères diffèrent dans leur style éducatif. Certaines sont plus strictes et plus réservées, d'autres plus tolérantes face aux bêtises du petit. Le lien entre la mère et le petit est si profond qu'un orphelin de moins de 5 ans n'a pratiquement aucune chance de survie seul, même s'il est physiquement en parfaite santé. Le problème n'est pas la force physique. Le problème est l'absence des connaissances que la mère devait lui transmettre. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la culture. Et elle ne peut être transmise que d'une seule façon. Vivre côte à côte pendant 8 ans. Après la séparation de la mère, le jeune orang-outan reste encore quelques années dans son voisinage. Il revient souvent sur son territoire, dort parfois à proximité. L'indépendance complète s'installe progressivement, sans rupture brutale. Et cela fait partie de l'éducation, apprendre à être seul, sans rompre le lien
avec celle qui vous a élevé. Il y a un fait qui m'a frappé plus que tout autre dans ce sujet. Les femelles orang-outans qui ont perdu leurs petits le portent parfois avec elles pendant encore quelques jours. Les chercheurs l'ont observé de façon répétée. En biologie, le phénomène s'appelle réponse prolongée au deuil. Je ne peux pas l'appeler autrement. La carte mentale de la forêt. Penchons-nous maintenant sur la nourriture. Et ce chapitre est en réalité une histoire sur l'intelligence déguisée en récit culinaire. La base du régime de l'orang-outan, ce sont les fruits. 60% de tout ce qu'il consomme sont des fruits d'arbres. Le reste se complète de feuilles, d'écorces, de jeunes pousses, d'insectes, occasionnellement des œufs ou de petits vertébrés. À première vue, cela semble simple. On vit de fruits, on habite en forêt, mais dans la jungle tropicale de Bornéo et de Sumatra, les fruits mûrissent de façon imprévisible en des endroits différents selon des espèces d'arbres différentes à des moments différents. Pour que l'orang-outan ne meure pas de faim durant les périodes où rien ne fructifie, il doit connaître la forêt par cœur. Et les orang-outans la connaissent. Des études utilisant des colliers radio et une cartographie détaillée des itinéraires ont révélé un fait stupéfiant. Les orang-outans se souviennent de l'emplacement de milliers d'arbres sur leur territoire et connaissent les périodes approximatives de maturation de leurs fruits. Ils ne se déplacent pas au hasard. Ils planifient leur itinéraire plusieurs jours à l'avance. Le matin, l'orang-outan sait déjà où il se dirige parce qu'il se souvient qu'il y a une semaine environ, sur ce versant près de la rivière, les fruits d'un certain arbre avaient commencé à jaunir, qu'ils devraient être exactement mûrs maintenant. Les chercheurs appellent cela une carte mentale. En termes de complexité, elle est comparable à ce que nous appelons la navigation spatiale. Et elle se forme au fil des années, précisément dans le cadre de l'observation de la mer. Une fois tous les quelques années, dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, un phénomène exceptionnel se produit. Des arbres appartenant à des centaines d'espèces différentes commencent à fructifier simultanément, massivement, généreusement, comme s'ils avaient reçu un signal commun. Ce phénomène s'appelle la fructification de masse. Ces mécanismes précis sont encore à l'étude. Les scientifiques estiment que le déclencheur est lié aux conditions climatiques spécifiques du phénomène El Niño. Pour les orang-outans, c'est une véritable fête. La nourriture est si abondante autour d'eux qu'ils n'ont presque pas besoin de bouger et peuvent manger toute la journée. Durant ces périodes, ils accumulent rapidement des réserves de graisse qu'ils consomment ensuite lentement durant les mois de disette. Certaines années, des chercheurs ont observé des orang-outans prenant jusqu'à 30% de leur masse corporelle normale en quelques semaines. La carte mentale de l'orang-outan n'est pas une simple mémoire des lieux, c'est une prévision active. Il peut estimer à quel stade de maturité se trouve un certain fruit à un moment donné et calculer précisément quand cela vaut la peine de s'y rendre. Cela ne nécessite pas seulement de la mémoire, mais aussi la capacité de construire des modèles du futur, une propriété que nous avons longtemps considérée comme exclusivement humaine. La vie sociale invisible. On résume souvent la vie sociale des orang-outans par un raccourci. Ils sont solitaires. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Tous les autres grands singes vivent en groupe. Les chimpanzés en communautés hiérarchiques complexes, pleines de politiques, d'alliances et de trahisons qui ressemblent de façon troublante au monde humain. Les gorilles en groupes familiaux conduits par le mâle dominant, les bonobos en groupes matriarcaux où les femelles détiennent le pouvoir. Seul l'orang-outan a choisi la solitude. Le mâle adulte vit seul, la femelle vit seule ou avec son petit. Les rencontres entre adultes sont rares et généralement brèves. À première vue, isolement social total. Mais des chercheurs qui ont suivi les orang-outans dans des études s'étalant sur plusieurs années ont découvert quelque chose d'inattendu. Les orang-outans se reconnaissent mutuellement des individus spécifiques qu'ils ont rencontrés il y a 1 an, 3 ans, 10 ans. Lorsque 2 orang-outans se retrouvent dans le même arbre fruitier, ce n'est pas le fruit du hasard. Ils savent tous deux à qui ils ont affaire et se comportent en conséquence. Les jeunes mâles restent parfois dans la proximité les uns des autres pendant quelques jours, observant silencieusement et s'appropriant des techniques. Les femelles avec leurs petits se retrouvent de temps en temps au même endroit, si la nourriture est suffisante pour tous.
La solitude de l'orang-outan n'est pas une déficience sociale, c'est un calcul économique précis. Dans une forêt tropicale, où les ressources sont dispersées sur de vastes superficies et mûrissent de façon imprévisible, un grand groupe ne pourrait tout simplement pas se nourrir. L'orang-outan a résolu ce problème radicalement. Se séparer individuellement, connaître ses voisins personnellement, se retrouver selon les besoins. Ils vivent dans un réseau social invisible, sans chef, sans groupe, sans contact quotidien, mais pas dans le vide. Le long cri du mâle dominant n'est pas qu'une démonstration de force, c'est de la communication. Quand un mâle crie, les orangs-outans alentours, des deux sexes, retiennent la direction et la distance approximative de la source. Ils construisent une carte acoustique de la population sur leur territoire. Ils savent qui est où sans se voir. C'est, en substance, un réseau social existant exclusivement dans l'espace sonore de la jungle. Une communauté distribuée, maintenue ensemble non pas par le contact physique, mais par la mémoire et le son. L'intelligence. Parlons maintenant d'intelligence. Et il est important de préciser d'emblée une chose. Nous ne parlons pas de dressage. Nous ne parlons pas d'un orang-outan de zoo qui a appris un tour pour obtenir une récompense. Nous parlons de comportements spontanés et indépendants à l'état sauvage, documentés par des chercheurs depuis plusieurs décennies. Commençons par le test du miroir. C'est la méthode standard pour vérifier la conscience de soi chez les animaux. Le principe est simple. On applique un peu de peinture sur le corps d'un individu endormi à un endroit qu'il ne peut pas voir sans miroir. On lui donne ensuite un miroir et on observe sa réaction. La plupart des animaux réagissent à leur propre reflet comme à un autre individu. Ils le menacent, s'effrayent, tentent d'établir une relation hiérarchique avec lui. Les orangs-outans réagissent différemment. Ils examinent leur reflet avec un intérêt évident, ils touchent la tache de peinture sur leur propre corps, font des grimaces et étudient leur propre mimique. Ils se reconnaissent. C'est une manifestation de la conscience de soi, la capacité de se percevoir comme un sujet distinct. Outre les orangs-outans, ce test est passé avec succès par les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les dauphins et l'être humain. Mais la capacité la plus impressionnante est celle de planifier l'avenir. Dans une série d'expériences, on a montré à un orang-outan un outil permettant d'obtenir de la nourriture, mais la nourriture en question n'a été apportée qu'une heure plus tard. L'orang-outan a pris l'outil avec lui, a vaqué à ses occupations, a attendu et une heure plus tard l'a utilisé exactement dans le but prévu. Cela nécessite de maintenir un objectif dans le temps, la capacité non seulement de réagir à ce qui est présent, mais de se préparer à ce qui va venir. Pendant longtemps, on a considéré cela comme une propriété exclusivement humaine. À l'état sauvage, les orangs-outans de Sumatra utilisent régulièrement des bâtonnets comme outils. Ils les débarrassent soigneusement de leur écorce, choisissent l'épaisseur et la longueur appropriées et s'en servent pour extraire le miel des nids d'abeilles sauvages ou sortir les graines riches en nutriments de fruits durs. C'est une compétence transmise délibérément de la mère aux petits. Et voici l'observation essentielle. Les orangs-outans de Bornéo ne font presque pas ça. Non pas parce qu'ils seraient moins intelligents, simplement parce qu'à Bornéo, cette tradition ne s'est pas formée. Il n'y avait personne de qui l'apprendre. C'est de la culture, au sens biologique, le plus précis du terme. Locale, vivante, transmise de génération en génération. C'était Le Monde Sauvage. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.